Salut tout le monde, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on a l'épisode numéro 2 du, de l'émission Ton premier manga, donc dans laquelle on invite du monde pour leur parler de de leur début avec mettons, le milieu du manga et des animés. Et on va leur parler, mettons, leur relation avec tout le média. Donc, Tano, veux-tu nous faire l'introduction de l'invité? Ouais, on est aujourd'hui avec le champion de la Guilde Justice. On est avec Zell, qui est avec nous, qui fait partie de la web série Noob. Donc, allez la voir si ça vous intéresse. Aussi, il y a le jeu vidéo qui vient de sortir. J'ai juste joué 3 heures, mais j'ai bien apprécié à date. Donc, vous pouvez voir ici sur la BD, un beau petit bonhomme comme ça. Donc, il y a plein de trucs par rapport à Noob si vous aimez ça. Je pense que Juan, t'avais jamais écouté Noob, t'as commencé hier, puis je pense que t'as dit que t'as bien aimé Non, ça. je connaissais pas ça du tout, puis c'est une série que je connaissais pas, mais que maintenant je pense que je vais me taper toute la série dans les prochains jours parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai écouté la saison 1 hier soir. Fait que c'est une recommandation de Perspective Animée. Mais on n'est pas là pour ça, parce qu'aujourd'hui, on est là pour savoir c'est quoi l'expérience avec les mangas de Zell. On va demander avant ça, comment tu vas? Ça va-tu bien? Même si on... Écoutez, ça va très bien. Alors j'en profite là, puisque tu as fait une énumération de tout ce qu'on peut faire pour la série Noob. Sachez que, étant donné que dans l'équipe de Noob, on est tous très très grands fans de manga. Il y en a beaucoup qui ont un petit peu la même expérience que moi, là, qui ont commencé très très jeunes. On va en parler là dans pas longtemps. Et surtout qu'il existe un manga, un support manga pour la série Noob. C'est un projet qui tenait à cœur au créateur de la licence, puisque d'ailleurs moi ce qui m'a rapproché de lui notamment ça a été les mangas. Donc il existe un spin-off de la série Noob qui se passe un petit peu après la période que vous suivez dans la web série, en format manga, dessiné par un mangaka français qui s'appelle Joris. Si ça vous intéresse, sur la chaîne, il y a une vieille vidéo. J'avais fait, je pense, il y a un an, je parlais de mon expérience avec le light novel, qui est de la même histoire. De Noob Reroll, je pense. Fait que c'est un peu moins bon parce qu'on s'est amélioré en un an, mais il y a ça aussi. C'est une bonne histoire, je vous la conseille. J'ai pas réussi à voir le manga parce qu'au Québec, ils livrent pas, mais j'avais vu des images, ça a l'air très bien dessiné. Fait que aussi, c'était à regarder. En France, on a de très très bons mangaka. Ouais, il y a de plus en plus. On a dans la tête que les mangaka, c'est au Japon et qu'il y a qu'eux qui savent dessiner comme ça. On en a de très très bons en France, et j'imagine qu'il y en a de très très bons dans les autres pays aussi, mais bon là, comme j'ai la chance de les connaître, je peux dire qu'ils sont très très bons. Ouais, il y a de plus en plus de bons manfra, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ceux qui sont faits en France. Alors, vous utilisez le terme manfra? Pourquoi pas? Alors, moi personnellement, parce que, et on en parle souvent sur ma chaîne, c'est intéressant ce que vous dites, je suis absolument contre ce terme. Je suis vraiment... c'est un manga dessiné par un Français, ça reste un manga. Enfin, si tu commences à changer le titre juste parce que tu changes de pays, c'est dommage. Autant, tu vois, que tu nommes différemment un manga, une bande dessinée et un comics, tu la vois la différence. Tu vois que le format n'est pas pareil, que la narration elle est pas pareille, le dessin il est pas pareil, couleur ou pas couleur, mais de différencier le manga, de dire manfra parce que le mangaka est français. Mais c'est un débat très intéressant. Encore une fois, je donne que mon avis. Moi j'ai pas tant d'opinion là-dessus. Juste, j'avais entendu qu'ils appelaient ça des manfra. Je dis, ils veulent être appelés manfra, on va appeler ça manfra, mais... ça m'a Et tiens, eux aussi, ils disent la manfra. J'avais juste entendu le terme, mais je savais pas que ça pouvait poser problème, mais c'est vrai que manga en soi, c'est le style littéraire, là. C'est pas l'endroit d'où ça vient ou la personne qui l'écrit. C'est le support. C'est comme, je sais pas moi, si demain, tu sais, on fait revenir les cassettes, les vidéocassettes pour regarder les films, et que la vidéocassette, tu l'appelles pas pareil au Québec, en France, aux États-Unis. Voilà, c'est un support. Ok, mais moi, les films français, je les appelle les DVD fra, fait que... D'accord, ah ouais. Ah, mais... non, je comprends ton point. Non, je comprends le point. J'y avais juste jamais pensé, mais ça fait du sens. Dans le fond, on va parler de manga. Ton expérience, dans le fond, quel est le premier manga qui t'a vraiment accroché? Alors, le premier manga que j'ai eu dans les mains, voilà, manga papier,
On parle bien du manga papier, pas animé. Ouais. Le premier manga papier que j'ai eu dans les mains, c'est le premier tome de Dragon Ball Z. Alors ouais, je suis pas très original, désolé. Que j'avais en cadeau dans ma cartouche Super NES de Dragon Ball Z, la légende Saiyan, donc qui est Budotai 2. Dragon Ball Z Butoden 2, voilà, excusez-moi, petit problème sur l'appellation. Donc on te le donnait en cadeau, parce que c'était à l'époque, ça coïncide un petit peu, je crois que j'avais 13 ans, hein. Donc on est en 96, 95. Okay. C'est l'époque où ils lançaient massivement le manga en France. Et ils ont commencé par les licences qu'on voyait au Club Dorothée. Puisque moi, j'ai grandi avec cette génération et ces supports animés à la télévision. Donc, ils ont commencé à mettre en manga Pourquoi je précise ça? Parce que si vous voulez, au niveau des animés japonais, t'as la génération, donc un petit peu avant moi, qui elle a connu Albator, Goldorak, Cobra. Il faut savoir que ces animés-là sont arrivés très très tard ensuite en manga. Donc vraiment, la première vague de manga support papier qu'on a eu en France, c'est la génération Dragon Ball Z, Senseiya, Captain Tsubasa, City Hunter et Dino Daiboken. Je pense que c'est très intéressant. J'ai une question. Parce que tu dis que c'était le premier tome de Dragon Ball Z, dans le fond, que tu disais que tu as eu. C'est-tu Dragon Ball Z ou Dragon Ball qu'il y avait avec le... Tu relèves une erreur de ma part. Le manga s'appelle Dragon Ball. Voilà. Dragon Ball Z, c'est la deuxième saison de l'animé. Mais le manga, effectivement, s'appelait Dragon Ball. Et il s'appelle Dragon Ball du tome 1 au tome 42 et la fin de l'arc avec Boo, avec Majin Buu. Voilà. Ok. Fait que c'était Dragon Ball, le premier. Dans le temps qu'il était à l'envers, qui changeait toutes les cases. J'y ai accès facilement. Il est où? Hop. Il est là. Voilà, mon premier manga. Hop. Voilà. Il est bon. Sans beaucoup. Je pense que j'ai la même ici. Voilà. Ouais. Il est encore magnifique. Je crois pas qu'il est en 96. Tu l'as racheté puis tu nous mens. Attends, je vais te dire, je sais même pas si c'est une des premières éditions, mais bon, comme ça on est précis, on va donner des dates, on va donner des informations à nos auditeurs. C'est un manga qui date de 80, imprimé en France en novembre 2006. Donc ça, c'est pas une première édition. C'est pour ça que tu le trouvais très beau. C'est parce que c'est pas celui-là qui était... Donc c'est pas lui. C'est pas lui que j'ai eu, je pense, avec le jeu vidéo. Ça c'en est un autre. Et c'est un manga qui a été édité chez Glénat en 93. Donc voilà, les mangas en France, en papier, ils arrivent à peu près à cette période-là. J'ai une question, parce que tu dis quand même que c'est l'édition de 2006, mais il est en excellent état. Au niveau de tes mangas, tu t'en occupes-tu très bien? Tu fais-tu vraiment attention ou... Non, voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas faire ils prennent beaucoup la poussière. Il y a pour beaucoup d'entre eux, à l'époque où j'avais pas beaucoup de volume, je les ai énormément lus. Et surtout, le manga à l'époque coûtait moins cher parce que le papier était de moins bonne qualité, la couverture aussi. Donc c'était très facile de les abîmer. Voilà. Okay. Donc non, je suis pas très soigneux. Okay. Ouais, c'est intéressant. Tu peux y aller, Juan, je vais garder ma question en tête. Donc, t'avais dit que quand t'as acheté la cassette de... C'est un jeu vidéo de Dragon Ball, hein? Yes. Ouais. Est-ce que c'était une habitude que les cassettes viennent avec pour des premiers tomes de manga quand il y avait des jeux de vidéo de ça? Alors, je crois pas. Je crois que c'était une des premières fois. En tout cas de mémoire, parce que bon, vous vous doutez bien, quand vous êtes fan de jeux vidéo, même si les jeux sont pas bons, vous vous tournez un petit peu vers les licences que vous voyez en manga. Moi, par exemple, je transpose vite fait à maintenant, tout ce qui est Namco Bandai, avec les licences One Punch Man, bientôt Demon Slayer en octobre, Captain Tsubasa, Dragon Ball Z, j'achète. Même si le jeu est pas bon, j'achète. Ça, j'adore ça. J'adore jouer avec les personnages de mes mangas préférés. Mais à l'époque, alors de souvenirs, hein, il y a donc le tome 1 de Dragon Ball dans Dragon Ball Z 2, et je me souviens qu'il y avait le tome 1 de Sailor Moon dans le jeu de la Super NES. À part ça,
j'ai pas souvenir qu'ils aient fait cette opération. Okay. Plusieurs fois. Mais c'est une bonne idée, je pense, de faire ça aussi, parce que ça a marché avec toi, dans le fond. Oui, non, mais c'est bien sûr, c'est très facile, c'est obvious comme stratégie. Et puis ça marche. Et Dieu sait qu'on est nombreux de gens comme moi qui vont sur tous les supports. Ouais. J'avais une question là-dessus par rapport au manga. Tu parlais au début qu'il y avait des pages plus minces puis des couvertures plus minces qui rendaient le prix plus bas. Je me demande c'était quoi environ le prix des mangas dans le temps? Je pense que je peux te le dire. Attends. Tu vois, par exemple, je vais prendre cet exemple. Alors ça, c'est ma petite pépite. Lui, par contre, c'est le vrai tome 1. C'est le tome 1 de Dai no Daiboken, donc qui s'appelait Fly, au Club Dorothée. Quand je disais que le manga était moins cher avant, c'est parce que la qualité du papier est vraiment... Hein, tu vois le papier que tu utilises pour t'essuyer quand tu vas aux toilettes, on est un tout petit peu au-dessus. Bien. Et voilà, donc on est sur l'année 96. Voilà. Et là, on est sur, je crois, peut-être c'était en francs. Oh, le vieux, il parle en francs. On est sur du 8 francs. 8 francs. 8 francs. Donc maintenant, vous êtes plus sur 8 euros pour certains éditeurs. Mais voilà, mais ça coûtait pas cher. Vraiment, il sortait 2 par 2 chez cet éditeur qui s'appelait J'ai lu. Ils sortaient 2 par 2 et pour des bourses comme la mienne, donc d'un jeune collégien, tu pouvais te les acheter sans tomber mais tu pouvais manger derrière, il y avait pas de problème. Mais tu penses que ça a eu un lien avec le fait que tu as quand même commencé à les collectionner un peu plus, le fait qu'ils étaient moins chers puis c'était possible de l'acheter à ton âge? Comme je le disais, tu pouvais être collectionneur parce qu'en fait, il y en avait pas beaucoup. Moi, je sais que à cette époque-là, donc en 96, j'avais les City Hunter, j'avais les Fly et j'avais les Dragon Ball et je crois que Naruto, c'était pas tout à fait encore arrivé. Enfin, et encore que moi, Naruto, de toute façon, je les ai achetés sur le tard. Mais j'avais 4 ou 5 collections qui sortaient tous les 2 mois. Donc, au début, tu t'arrivais à peu près à contrôler un petit peu ta collection et l'offre qu'il y avait. Maintenant, c'est impossible. Maintenant, tu t'es obligé de choisir tes titres, à moins d'être très très riche et d'avoir un appartement où tu as beaucoup de place. Mais au début, tu pouvais te permettre d'acheter ce qui sortait. Voilà, ça coûtait pas cher, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, non, moi je suis obligé, comme je dis, je suis obligé de choisir mes batailles. Je peux plus tout. Alors que mon pouvoir d'achat est plus important qu'avant. Voilà, et en plus, j'ai un appartement, je suis plus chez mes parents, mais il y a l'offre et c'est incroyable, incroyable. Il y a des mangas que je les connais même pas, je les découvre au quotidien, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est vraiment incroyable. On est noyé maintenant, on est vraiment noyé. Ouais, maintenant tu vas dans une librairie puis t'as tellement de choix puis tu connais pas la moitié des mangas qu'il y a là-dedans. Ben, c'est surtout que, sociologiquement, le rayon des mangas en France maintenant est plus gros que le rayon de la bande dessinée franco-belge, ce qui à l'époque était absolument pas le cas. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a quand même un phénomène. On est quand même face à un phénomène, en tout cas en France. Ouais, par rapport à ça, j'ai une question. Tu dis que tu as commencé ton premier manga, c'était Dragon Ball, en fond. Mais avant ça, dans le Club Dorothée, t'écoutais, j'imagine, les animés, c'est lequel du Club Dorothée que t'aimais le plus? Alors, voilà, je vous montre mes tatouages. Voilà. Voilà. Moi, c'est Dragon Ball Z et Senseiya. Mais je pense que du Club Dorothée, en tout cas, quand j'étais petit, vraiment, celui que j'attendais le plus, celui qui m'a donné le plus d'émotion, c'était Senseiya, je pense. C'était donc les Chevaliers du Zodiaque. Voilà. Et maintenant encore, si vous me demandez de choisir entre les deux, ce sera très compliqué. Mais pour répondre vraiment à ta question, au Club Dorothée, c'est les Chevaliers du Zodiaque qui étaient vraiment au-dessus. D'ailleurs, j'avais beaucoup de jouets, j'avais beaucoup les chevaliers, j'avais beaucoup les armures. J'ai eu la chance de pouvoir en acheter beaucoup quand j'étais petit. Donc ouais, c'était vraiment... Avant de posséder des mangas, t'avais les figurines de Saint Seiya ou c'était dans le même temps environ?
Non, alors j'ai eu d'abord les figurines. Les figurines, elles sont arrivées très tôt. Je crois que j'avais 6 ou 7 ans quand il y a eu les figurines de Senseiya en France. Les premières, hein, donc celles qui étaient vraiment pas belles. Contrairement à maintenant où c'est vraiment des beautés. Hein. Oui. Maintenant, on est vraiment sur des belles figurines. Alors là, j'ai Oui. celle-ci. Donc Ah, ouais, Ah, oui. c'est Seiya avec l'armure d'Asgard. Hein. Euh, Oui. mais alors par contre, le manga de Senseiya est arrivé après. On l'a pas eu tout de suite, il est arrivé bien après donc les éditions J'ai lu et bien après les Dragon Ball de Glénat. Donc j'ai lu la série bien après l'animé qui était déjà terminé en France. Ils avaient déjà battu Poséidon. Le ok. manga est arrivé après. Ok. J'ai une question par rapport à ça, parce que je connais pas tant ça. J'étais pas en vie, puis j'étais pas en France dans ce temps-là, mais il me semble que j'ai entendu beaucoup que Chevalier du Zodiac, c'était quand même gros en France. Ça se peut-tu ou je dis n'importe quoi dans le temps-là? Ouais, mais alors c'est une licence qui, pour les gens de mon âge, est une référence. Clairement, hein, c'était le phénomène. Ils vendaient énormément de figurines, ils vendaient énormément de cassettes, là, des films. C'est une série qui a été rediffusée pendant très 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 longtemps. Voilà. Il faut savoir aussi quand ils ont fait Senseiya Omega, là, donc la série un petit peu plus jeune, ça s'est plutôt bien vendu en France. Donc en France, oui, je sais que, par contre, pour la génération de maintenant, genre, après, quand je dis la génération de maintenant, même les gens qui ont 20 ans, Senseiya, c'est absolument pas une référence. Il y en a très très peu qui ont regardé. Mais si vous prenez donc les gens qui ont plus de 30 ans, voilà, oui, c'était Ouais. la plus grosse série, Ok, clairement. plus que Dragon Ball à ce moment-là. Pareil. Ok, pareil. Oui. Ok. Ok. Mais voilà, tu vois, mais rien que de se dire que Senseiya c'était pareil que Dragon Ball, qui reste le manga de, enfin pour moi, hein, Ouais. la série de référence. Oui, oui, c'était pareil, c'était vraiment au même niveau. Ok, ok. Niveau ça, je sais que il y avait les magazines du Club Dorothée qui existaient. C'était-tu de quoi que tu lisais Oui, bien pas? sûr, Oui. j'étais abonné. J'étais abonné, ça sortait le mardi, ça coûtait 10 francs et j'allais l'acheter toutes les semaines parce qu'en fait parce que j'étais déjà collectionneur et surtout après je découpais les articles sur la Japanimation pour coller les visuels sur mon agenda. Voilà. Mais oui, Merci. oui, oui, Club Dorothée, oui, j'avais le magazine. Ouais. D'ailleurs, le jour où je les ai jetés, il a fallu louer un camion. Ouais, j'en avais beaucoup. Ok. Fait que par rapport à ça, C'était de quoi qui sortait à chaque semaine, Ouais, magazine? ouais, c'était un hebdomadaire. C'était un Oui. hebdomadaire. Tu revoyais les séries qui étaient diffusées au Club Dorothée. T'avais des articles sur les séries au Japon. C'est comme ça en fait que tu te spoilais un petit peu, puisqu'ils te montraient des planches animées, des films aussi parce que le Japon était très en avance. Donc t'avais des trucs un petit peu en preview. Ça parlait jeux vidéo. Non, c'était sympa comme magazine. Hein. Bon, la qualité était dégueulasse, hein, c'était clairement un magazine qui était pas beau, qui était pas ouais. beau. Mais ouais, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Ok. Puis par rapport à ça, tu as eu l'expérience de lire des mangas puis de regarder les animés. Sais-tu à quel moment tu as réalisé dans le fond que c'était un médium différent qui venait du Japon? Beaucoup plus tard. En fait, c'est une très très bonne question. J'ai réalisé beaucoup plus tard. J'ai réalisé beaucoup plus tard. Enfin, moi vraiment, j'étais très jeune. Je voyais arriver ça, je prenais, je lisais comme si c'était une bande dessinée. Mais l'intérêt pour la culture japonaise et qui est l'auteur, dans quel contexte il écrit ça, ça vient beaucoup plus tard. Voilà, l'intérêt pour la culture japonaise, il arrive beaucoup plus tard que ça. Et je l'ai réalisé. Alors, quand j'ai connu Fabien justement, donc Fabien, c'est le réalisateur de la série Noob. Je l'ai rencontré, on était au lycée, donc j'avais 16 ans. Et c'est vrai que lui, par contre, était déjà fan de culture japonaise, fan du pays. Il connaissait tous les auteurs, il regardait énormément de VO, ce que moi je regardais très très peu. Voilà. Donc quand je l'ai connu, c'est vrai que l'amour de la culture japonaise, du Japon et de tout ça, de la version originale, c'est lui qui me l'a donné. Donc ouais, 16 ans. C'est plus vers 16 ans que je suis passé en mode fan du Japon. Oui. Ok. Fait qu'il t'a. Dans le fond, vous vous êtes rencontrés, puis il t'a un peu inculqué toutes ces affaires-là. De quelle manière tu te rappelles-tu? C'est. Ou. Euh, Déjà, quand je l'ai rencontré, j'avais une collection
5, 6 titres, 8 titres différents. Tu vois, les animés du Club Dorothée. J'avais pas, tu sais, la recherche, le truc de me dire, viens, on va regarder celui-là de manga. Il est pas passé au Club Dorothée. De quoi ça parle? Je restais vraiment dans mon tunnel en, qu'est-ce qu'on me met sous le nez? J'avais pas encore le réflexe de chercher les autres séries et tout, même si on avait un petit peu des VHS qui tournaient, là, genre, tu pouvais à l'époque connaître par ton marchand de journaux et par les VHS des mangas comme Genmu, je sais pas comment vous prononcez, Gun, Gun, ok. Battle Angel Alita, je crois qu'il s'appelle aux États-Unis. Voilà. Ok. Voilà. T'avais des trucs comme ça qui étaient pas diffusés à la télé, que tu découvres un peu à côté. Ben voilà, tout ça, c'est vrai que c'est Fabien qui m'a donné les réflexes de se renseigner, de regarder un petit peu à côté et surtout d'écouter en japonais. Voilà. Ok. Alors, vraiment, c'est là quand je l'ai rencontré, genre quelques mois après, j'ai plus jamais écouté une VF. Plus jamais. Mais c'était-tu compliqué dans le temps en France d'avoir les versions originales? Oui, c'était compliqué. Ça l'est devenu beaucoup moins, parce que en fait, les gens se sont rendus compte, enfin les éditeurs se sont rendus compte qu'il y avait une grosse demande, qu'il y avait des gens qui étaient très fans, très collectionneurs, donc prêts à dépenser beaucoup d'argent. À partir de, donc quand j'ai eu 20 ans, donc quelques années après, ça a commencé à être très facile. Et pourquoi aussi nous on arrivait à les trouver, c'est parce que en France, dans ces années-là, donc fin des années, milieu des années 90, tu commençais à avoir, tu sais, les salons spécialisés. Genre, alors au Québec, je connais pas trop les noms que vous avez, mais genre, tu vois, nous, le Japan Expo, tous les trucs comme ça Ouais. commençait à arriver. C'était des grandes messes pour otaku, pour geeks, qui avaient une fois par an. Et là, tu avais beaucoup d'articles d'importation, que ce Ok. soit les DVD. Alors pas les DVD puisque ça y était pas encore, ou alors ça a commencé à arriver, mais beaucoup de VHS d'importation, des artbooks et des tomes en version originale. Bon, par contre, en papier, comme je sais pas le lire, je m'en suis très très peu procuré. Mais Ouais. je sais que, tu vois, par exemple, Dragon Ball, je me suis acheté les 3 derniers tomes pour me spoiler la fin, bien avant que ça arrive donc chez Glénat. Et je savais pas du tout ce que je lisais, je m'en remettais au dessin, mais voilà quoi. Mais donc oui, il y avait quand même moyen, fin des années 90 déjà, d'avoir de la VO. Ok. Assez Puis, exorbitante. par rapport à Dragon Ball, de te spoiler en lisant en japonais au début, tu le regrettes-tu ou t'as eu beaucoup de fun à le faire? Non, après, tu sais, Dragon Ball, tu vois, c'est pas l'attaque des titans. T'as pas, tu dois, toi, ton seul truc, c'est de savoir comment il va le battre à la fin. Ouais. Un combat. Il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas d'éléments scénaristiques incroyables, à part un petit peu dans l'arc de Cell et des cyborgs. Mais en vrai, Ouais. de te faire spoiler, je sais pas moi, l'attaque des titans au Promise Neverland ou My Hero Academia, allez, là par contre c'est moins cool. Mais Dragon Ball, t'en foutais. Tu voulais Ouais. juste avoir de l'avance sur tes copains pour dire, ah, moi je sais comment ça finit. Voilà, c'est tout, hein. Fait que tu t'es beaucoup vanté d'être ça ou? Oui, Oui. oui. Moi je l'ai. Oh, je sais comment ça. Voilà, un peu fait, oui, oui. Mais après, moi, je traînais qu'avec des personnes aussi qui faisaient comme moi, qui achetaient en japonais, donc voilà. Ok. C'est sûr que c'est pas lire Death Note juste avec les dessins. C'est un peu moins comme Death Note. Death Note, oui, que les dessins, c'est pas possible. C'est clair. Que les dessins, t'as aucune idée de ce qui se passe dans le manga. Non, Death Note, ils sont énervés sur les dialogues, j'avoue. Puis t'as parlé de la Japan Expo et toutes ces choses-là. C'est quelque chose que t'allais quand ça a commencé à partir? On avait... alors moi, je suis originaire de Toulon. C'est une ville dans le sud de la France, au bord de mer, donc dans le Var. Et il se trouve qu'à Toulon, il y avait le plus gros salon otaku, Japanimation de France. Bien avant la Japan Expo. Véridique. Ça s'appelait, vous pouvez aller vérifier, le cartooniste. C'est une époque où les auteurs japonais venaient encore en France. On a eu Shingo Araki à Toulon. Donc le character designer de l'animé Senseiya. Pas le mangaka. Hein.
on a eu le créateur d'Albator, bien avant, là, qu'il arrive à la Japan Expo, en star et tout. Il était déjà venu à Toulon il y a très longtemps. Il y a eu Tsukasa Ojo, donc celui de City Hunter. On a eu des invités incroyables. C'était un salon d'une qualité que j'ai jamais revu, Japan Expo compris. Alors, petite ville, on dit Paris. Donc, j'allais à celui-là. Par contre, voilà, on n'allait pas sur Paris et tout parce qu'on était trop jeunes, on pouvait pas encore se déplacer, hein, on avait 16-17 ans. Mais ensuite, les salons, par rapport à Noob, j'en ai fait énormément par mois depuis 15 ans maintenant. Donc les salons, j'y vais toujours en fait. Alors maintenant, j'y vais en invité, j'ai de la chance. Mais en tant que visiteur, non, on a fait que ce salon sur Toulon. Voilà. Ok. Puis tu dis que ça s'appelait le Cartoonist. Fait que c'était-tu juste les mangas ou c'était dans le fond tout l'univers de la BD? Tout. Il y avait manga, animé, artbook, musique japonaise, donc tout ce qui est drama, tout ce qui est les musiques originales et tout. C'était vraiment un salon, les concours de cosplay, voilà, déjà à l'époque. Ça regroupait vraiment tout. Il y avait même les stands de culture japonaise. Voilà, cérémonie du thé, comment cuisiner ses ramen, les produits d'importation, genre je sais pas, tu vois, les friandises et les sucreries que t'avais pas en France, avec des goûts un petit peu improbables qui venaient du Japon. T'avais vraiment tout. C'était vraiment d'une qualité incroyable. 100% japonais. 100% japonais, oui. Moi, très peu de franco-belge, parce qu'à l'époque, en fait, il y avait cette dualité, tu vois. Si tu lisais des mangas, tu ne lisais pas de BD franco-belge, c'était tes ennemis, ces gens-là. Donc très peu c'était mal vu, en fait, le franco-belge, même le comics, dans ces salons-là. Ok. Puis, mettons, toi, quand t'allais dans ces salons, est-ce que tu te concentrais sur ce qui était manga et animé, ou t'allais aussi dans les kiosques de culture japonaise puis de nourriture dont tu parlais tantôt? Au début, la culture japonaise, très peu. Mais par la suite, genre tu vois, maintenant, quand j'y vais, à mon grand âge, c'est vrai que c'est un petit peu plus ce qui m'intéresse. Puisque en fait, tout ce qui est manga et goodies, c'est quelque chose que je retrouve chez mon libraire ou dans mes boutiques en ligne préférées toute l'année. Et généralement, les articles sont à peu près les mêmes. Voilà. Mais la culture japonaise, non, au début, non, j'avoue, j'allais m'acheter des figurines, j'allais m'acheter des artbooks, j'allais m'acheter des musiques, j'allais m'acheter les DVD d'importation, mais pas la culture japonaise. Je m'y suis mis vraiment très tard. Ok. Je trouve ça intéressant que tu parles de l'exposition, dans le fond, le cartooniste. T'étais-tu là la première édition? C'est toi qui as commencé, même avant que tu y ailles pour la première fois? Non, alors il faut savoir que le cartooniste, la première édition, je veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 93. Donc moi j'avais 10 ans. Donc non, je suis pas allé à la première édition. Moi la première que j'ai faite, c'est parce que c'est Fabien qui m'en avait parlé. Hein. Moi je savais même pas ce que c'était. La première édition, je crois que je suis allé à celui de 96. Donc j'avais 16 ans. Ouais, voilà, quand j'ai rencontré Fabien. Donc ouais, j'ai fait la première édition en 96, mais ça existait déjà depuis 3 ans. Tu voyais, j'ai pas mal de copains plus vieux que moi qui eux sont allés, et tu vois des photos là avec l'acteur qui fait XOR là, donc des acteurs même de Sentai, donc ceux qui se transformaient là, voilà, étaient même invités à ce genre de salon. Donc non, même pour moi, c'est beaucoup plus vieux. Ok. Juan, je vais te laisser 3 secondes avec tu proposer ta question parce qu'il y a quelqu'un à 4 pattes qui veut sortir chez moi. Fait que j'ai m'en occuper. Ouais, inquiète-toi pas, c'est son chien qui parle. Il faut s'en occuper. Ouais. Ouais, mais justement, je pense que t'avais dit qu'il y avait des mangaka qui étaient allés à au cartooniste. Le truc, c'est que maintenant, je trouve, si tu prends le plus gros salon en France, qui est la Japan Expo, tu as pas des mangaka incroyables qui viennent. Genre, tu vois, maintenant, dans le plus gros salon, mais je te dis de France, c'est quasiment d'Europe, le Japan Expo Paris, tu devrais être en mesure de pouvoir inviter quelqu'un comme Oda, qui fait One Piece, quelqu'un comme Kishimoto, qui fait Naruto. Tu devrais avoir les plus grosses pointures de la planète en manga. Et c'est pas le cas. Moi, je crois que le plus gros invité que j'ai vu sur les 10 dernières années,
Je crois que c'est l'auteur de Fairy Tail. Alors on est sur une série quand même qui a eu beaucoup de succès. Hein, faut pas dénigrer Fairy Tail, même si c'est pas incroyable. Hein. Mais Vous blessez Juan. voilà, je veux dire actuellement le Japan Expo Paris est incapable d'inviter ce genre de pointure comme Oda ou Kishimoto. Là où à l'époque le cartooniste, on a vu passer les plus gros. Je veux dire, il y avait pas encore Oda parce que One Piece à l'époque, c'était pas encore arrivé en France. Mais on a vu passer, voilà, les autres plus gros. Ouais. Voilà, à l'époque, Tsukasa Ojo, donc celui qui fait City Hunter, qui était dans le top 3 des plus gros, il est passé à Toulon. Voilà. Okay. Ah non, parce que je sais que c'est une époque avant la tienne, mais j'avais vu un film dans lequel Osamu Tezuka avait fait le voyage en France. Je me demande, donc c'est quand même Alors, très, très gros, là. Tezuka, je crois, hein, je vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il a fait le festival d'Angoulême. Ah ouais, le festival de BD, je Alors, pense. le festival d'Angoulême, c'est la grande messe de la bande dessinée presque dans le monde. C'est vraiment the place to be pour la bande dessinée. Et je crois que le seul déplacement qu'il a fait donc en France, Osamu Tezuka, pour son travail, ça a été au festival d'Angoulême. Mais je crois pas qu'il y ait un salon français qui ait réussi à l'avoir. Okay. Voilà, ça. Après, voilà, là, comme tu dis, on est encore sur une génération avant. Ouais. OK. Puis, après ça, tu parles de 16... T'avais 16-20 ans dans les environs que tu nous parles. Niveau ta vie adulte, comment que ça se passait un peu ta continuation de collectionner, dans le fond? C'est exactement pareil. Je me comporte, au niveau des mangas, hein, comme avant, à part que, comme je vous ai dit, j'ai plus d'argent, puisque je travaille, et j'ai plus de place, puisque j'ai mon appartement. Mais vraiment, hein, je fais pareil qu'avant. Tous les mois, j'en achète. Je le lis le soir avant de m'endormir. Voilà. Et je crois que j'ai pas arrêté de lire le manga le soir avant de m'endormir depuis plus de 25 ans. C'est un rituel que j'ai gardé. Donc en fait, ma façon de consommer et de me comporter vis-à-vis du manga, elle a jamais changé. Là maintenant, j'ai un fils. J'essaye un petit peu de lui en donner un. Là, il est sur My Hero Academia, par exemple. J'essaye un petit peu de lui donner tous les soirs. Même s'il lit pas, juste qu'il regarde les images. J'essaie un petit peu de le sensibiliser à ça pour que, plus tard, si ça l'intéresse, il aura déjà quelques tomes d'avance pour lire. Mais ouais, non, il y a rien qui a ma vie d'adulte ne m'a pas changé là-dessus. OK. Et je trouve ça super intéressant. Tu parles du fait que tu lis à chaque soir depuis 25 ans. Ouais. En fait, le soir, j'ai besoin de lire pour m'endormir. Et depuis 25 ans, c'est un manga. J'ai très peu lu tout ce qui est roman. Je crois que j'ai dû lire les Harry Potter et les Thomas Harris, donc les Silence des agneaux, Hannibal, Dragon Rouge. Mais de tête, je crois que c'est la seule littérature roman que j'ai lu. Le reste, c'est que du manga et un peu de bande dessinée aussi. Puis tu dis que c'est un rituel qui a commencé il y a 25 ans. C'était-tu de quoi que tu faisais avant avec d'autres types de lecture, puis après c'était le manga, ou t'as commencé ça avec le manga? Non, avant, je lisais les bandes dessinées. Je lisais les Tintins, les Astérix, les Boulet Bill, les Gaston Lagaffe, et puis ensuite je recommençais. J'avais très peu de titres, enfin très peu de titres. Il y avait beaucoup de tomes, mais j'avais peu de licences. Mais oui, avant les mangas, c'était la BD franco-belge. OK. Puis en ce moment, avant de te coucher, c'est quoi que tu lis comme titre? Alors hier soir, j'ai lu... Je crois que j'ai lu Demon Slayer hier soir. Et là, je vais attaquer Valkyrie Apocalypse, qui est diffusé sur Netflix actuellement. Ouais. Tu l'aimes bien, je pense, cette série-là, Juan? Ouais, j'en avais fait une review il y a une couple de mois. Là. Ouais. Fait que c'est juste les mangas, c'est pas d'animé avant de te coucher, juste les mangas. Non, alors par contre, je regarde très peu d'animés. Quand je regarde un animé, c'est parce qu'il n'existe pas en manga. Mais moi, je suis vraiment la team papier.
Ok. Je préfère. Alors les animés, j'ai rien contre, hein, c'est génial. Il y a beaucoup d'animés qui sont très très bons. Ben, l'avantage de l'animé, c'est que t'as la musique. Il y a des musiques d'animé qui sont extraordinaires. Par exemple, là, je vous ai parlé là, il y a de My Hero Academia. Mhm. My Hero Academia, si je dois le recommander à quelqu'un qui veut découvrir la licence, je lui recommanderais plutôt l'animé que le manga. Mais généralement je lis. Ouais, c'est très rare que je fasse le format animé. Après des fois t'es obligé parce qu'il y est pas. Ouais. Genre tu vois Valkyrie Apocalypse, j'ai pas commencé en papier parce que je savais pas que ça existait. Et c'est quand je l'ai vu sur Netflix que j'ai dit bon ben voilà, plutôt que de regarder sur Netflix, vu que l'édition est plutôt belle, c'est chez Kiun, l'édition est plutôt belle, je vais plutôt aller le lire. Ok. Ouais. Ok. Et, ah, man, Toi, t'es j'avais vraiment... toi, quand tu vas lire tes mangas, tu vas vraiment les lire, mettons, avec tes tomes, avec les tomes en papier que t'achètes en librairie ou ça C'est t'arrive d'en lire en ligne? Alors attention, non, non, alors voilà, par contre, alors je comprends, hein, y a pas tout le monde qui a la thune, y a pas tout le monde qui a la place, mais vraiment le scan, c'est de ça que tu me parles, le format scan, Oui. je suis vraiment contre. Vraiment, je trouve que c'est vraiment manquer de respect à l'œuvre originale. Tu vois, je suis pas, je- pour moi, allez, à part une tablette, mais la page internet, c'est pas un support pour lire un manga. Maintenant, tu m'expliques que tu peux pas attendre, que tu veux lire avant tout le monde, que tu veux pas te faire spoil, et du coup, tu prends les scans parce que vraiment t'en peux plus, je comprends. Mais moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, et que, oh là là, avec toute l'offre qu'il y a actuellement, si tu veux attendre, ben, peux aller en lire un autre, tu vois, et t'attends ton support papier. Mais par exemple, là, pour en revenir à mon pote Fabien, qui a la même expérience que moi sur les mangas, lui, par exemple, l'Attaque des Titans, dont il est archi fan, il est pas arrivé à attendre. Dès qu'il y avait les scans, il allait lire. Voilà. Donc après, voilà, c'est chacun voit un petit peu par rapport à son expérience, sa ok. façon de lire les mangas. Mais les scans, moi, jamais. Jamais, Ok. jamais, jamais, jamais lu un scan. T'es vraiment un fan du papier? Fait que c'est-tu déjà arrivé d'aller, mettons, louer un manga à la bibliothèque? Non. Non? Non, non, non. Bah, déjà, j'ai jamais trop aimé la location parce que j'aime pas rendre. Quand je prends quelque chose, j'aime pas le redonner. D'ailleurs, je demande très peu à mes amis de me prêter leur manga parce qu'une fois que j'ai un manga, j'aime pas le rendre. Le mec, ça reste à moi, c'est mon expérience, c'est mon précieux, voilà. Donc, mais après voilà, vraiment c'est très personnel et par habitude, hein, moi le support papier. Hein, c'est encore une fois, je comprends très bien ceux qui préfèrent mater de l'animé. Et quand je vois l'essor là des plateformes de streaming, actuellement, je pense que les gens en majorité sont plus sur l'animé que sur le format papier. Mhm. Ouais, je pense aussi. Ouais. Puis t'aimes pas ça, rendre les mangas que tu prends? Puis tu disais que tu collectionnais déjà quand t'étais plus jeune. C'est-tu un peu lié d'une personnalité un peu plus collectionneur que toi? Ouais, alors déjà, j'aime beaucoup les bibliothèques. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais petit, les endroits où j'ai été élevé, il y avait beaucoup de bibliothèques avec des livres chiants dedans. Mais je trouvais ça beau. Là, moi, voilà, il y a que des trucs, des mangas que j'ai aimés, que j'ai appréciés. Donc j'aime bien de me dire que, puis même des fois, tu sais, quand tu écris, quand tu travailles, autour de toi, Hmm. t'as une bibliothèque remplie de tes héros préférés, de tes histoires préférées. Et je sais que bon, ça fait un petit peu métaphysique, mais ça m'apporte quelque chose quand j'écris un petit truc là de me dire il y a tout ça qui me donne de l'énergie autour. Tu fais un. Attends, c'est quoi l'attaque de Dragon Ball où tu prends toute l'énergie? Ah, c'est un bout. Évidemment. Genki Dama, ok. Ok, fait que. Non, c'était quoi là? Ah, tu veux-tu que Ouais, vas-y, parce que je j'avais une pose une question, mais question? je l'ai comme oublié. Donc, tu dis que, tu disais tantôt qu'à chaque soir, tu lisais un manga avant de te coucher. Est-ce que Yes. c'est, mettons, quand tu vas à la librairie puis t'achètes un manga ou t'as tendance à, mettons, aller relire un manga que t'as déjà lu?
Non, dans ta alors bibliothèque? c'est vraiment comme les séries et les films. Comme je vous disais, il y a il y a une offre qui est immense. Je dois faire à peu près 7 8 séries en parallèle. C'est très rare que j'ai le temps de relire un manga. Même si il y en a beaucoup, il y en a beaucoup là que j'aimerais vraiment relire, hein. Mais j'avoue que une fois que j'ai terminé toutes mes nouveautés, ben il arrive le temps de lire les suivantes, celles qui arrivent le mois d'après. Donc, mais j'ai le même problème pour les séries. J'ai le même problème pour les films. Il y a très peu de films. Pourtant, j'adore le cinéma, hein. Il y a vraiment des films moi que j'ai adoré. Bah, il y a très peu de films que j'ai revus, très peu de séries. Par exemple, moi, je suis vraiment fan de la série Peaky Blinders. Je me dis que j'aimerais bien les revoir un jour, mais comme il y a tellement de séries que j'ai pas le temps de voir, je me dis comment je vais faire. Parce en plus, moi, les séries, je les regarde et comme je stream, j'en parle beaucoup en stream auprès de ma communauté. Hmm. Donc, si tu veux voir un petit peu tout ce qui passe pour pouvoir en parler aux gens, tu peux pas te remettre à regarder ce qui est déjà passé. Et pour les mangas, c'est pareil. Ok. Et avec toute ton expérience, dans le fond, ça fait quoi, 25 ans environ que tu dis que tu lis des mangas? Ouais, ça fait 25 Environ. ans. Ok. Là-dedans, y a-tu un style de manga que tu lis, que tu trouves plus. Qui va directement au cœur, tu sais, dans le fond, ouais, un style de Oui, manga qui te plaît plus? il y a le manga shonen, il est très au-dessus pour moi. Ok. Tu vois, je pensais que en grandissant, en devenant plus vieux, j'allais me reposer sur des mangas un petit peu plus matures, où il y a un gros scénario, genre typiquement voilà, genre l'Attaque des Titans, où quand même c'est un petit peu plus fouillé, il y a une vraie intrigue, il y a de vrais rebondissements, c'est un petit peu politique, il y a des persos qui sont très creusés. Je me suis dit voilà, plus tard, peut-être que ce sera ça pour toi les mangas, des trucs un petit peu plus. Ben non, tu vois, on parlait de Valkyrie Apocalypse tout à l'heure. Voilà, moi, il me faut les mangas où ça tape, où ils se tapent, où il n'y a pas d'histoire, où il y a juste deux mecs qui arrivent et qui se tapent. Voilà. Et quand il a gagné, il va se taper contre le mec d'après qui est plus fort. Voilà. Ça peut paraître un petit peu bas de plafond, mais j'ai besoin de ça. J'en ai Ok. besoin. Je vous dis pas que l'Attaque des Titans m'intéresse pas, au contraire, hein, c'est un de mes mangas préférés aussi. Mais le manga shonen, vraiment jeune, bourrin, il me le faut. J'en ai besoin. Et je pense qu'il me le faudra toute ma vie. Ok. Rebonjour. Ouais, c'est ça. Fait, on parlait un peu de quoi pendant la pause que j'ai trouvé Ouais. un peu intéressante. Tu disais, en Italie, tu t'es allé une couple de fois, puis ça a commencé un peu plus tard, le manga là-bas. Oui, alors, bon, ça a commencé un tout petit peu plus tard, hein, ça arrivait quand même bien avant les États-Unis. Mais je t'ai dit, c'est la France, en fait, elle doit être manga compatible. Parce que le phénomène d'appropriation culturelle du Japon et des mangas de la France, il est assez singulier. Nous, il faut savoir, en France, maintenant, il y a quasiment autant de sushi shop, enfin de restaurants sushi, que de McDonald's. Donc en fait, vraiment, la Ah ouais. France, elle est, tu sais, c'est le coup de foudre pour le Japon. Voilà, c'est quand ils ont trouvé leur pays, leur âme sœur en pays. Parce que vraiment, et voilà, après, ça dépend de chaque pays. Mais nous, les Français, je sais que vraiment, mais même Ouais. l'attirance pour les femmes japonaises, l'attirance pour la bouffe japonaise, l'attirance pour la culture japonaise, l'attirance pour le football japonais. Enfin, vraiment, c'est très particulier ce qui se passe entre la France et le Japon. Je ne saurais pas trouver d'équivalence ailleurs, dans les autres pays. Ouais. Mais Ok. Puis sais-tu je trouve ça un peu, vas-y, Ron. je trouve ça un peu spécial parce que en soi, le Japon puis la France, c'est deux pays qui sont quasiment à l'opposé du globe. Alors que par exemple, là, les États-Unis, c'est beaucoup plus proche du Japon, genre géographiquement, mais le manga est arrivé vraiment après. Je trouve ça très intéressant là-dessus. Alors, t'as un élément de réponse en fait, c'est que culturellement, la France, ils avaient quoi? Je veux dire, t'avais Astérix, t'avais Tintin, qui sont des licences incroyables, hein. Alors, vraiment, je serais la dernière personne sur Terre à vous dénigrer les licences françaises franco-belges.
Mais on est sur des héros particuliers quand même. On est plus sur de l'humour, on est plus sur de l'aventure, de la péripétie. Euh, les licences là japonaises qui sont arrivées où t'as le héros qui est fort, qui a des muscles, qui a les cheveux sur la tête, qui a une aura autour de lui. Ça, c'est vraiment. Apparemment, il y avait une demande du héros fort en France et le Japon leur a donné. Les États-Unis, quand même, ils avaient déjà du lourd. Ils avaient tout ce qui est Marvel, ils avaient tout ce qui est DC. Ils avaient déjà les héros très forts, très puissants, les vigilantes. Donc, peut-être que les Américains, ils avaient déjà de quoi faire. Ils avaient déjà des trucs qui leur convenaient et qu'ils étaient pas prêts à laisser pour aller découvrir Dragon Ball Z, Naruto ou One Piece. Là où nous, en fait, c'était compatible parce on était sur une autre expérience. Enfin, c'est l'analyse que j'en fais, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je pense qu'il y a probablement une partie de ça qui est peut-être reliée au coût d'apporter l'animation d'ailleurs en France, dans le fond, le Japon. Je sais que dans ces temps-là, c'était très peu, je pense, pour le Club Dorothée pour acheter les droits de Dragon Ball et tout. Après, je pense que les histoires ont peut-être saisi l'âme des personnes. Il y a une partie de ça, puis pourquoi je pense que ça n'a pas parti aux États-Unis autant, c'est qu'eux, ils avaient leur animation. Il y avait plusieurs choses qui passaient déjà, fait qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher du contenu d'ailleurs. Je sais pas si... Mais je Non, mais pense que... t'as en partie raison. Il faut savoir que la France, oui, historiquement, ils ont eu les animés japonais pour vraiment une bouchée de pain. D'ailleurs, les Japonais leur en ont beaucoup voulu par la suite parce que ils ont gagné énormément d'argent par rapport à ce qui avait été investi. Et les Japonais, derrière, ont été beaucoup plus durs en affaires. Et malheureusement, je pense que les États-Unis, quand ils sont allés taper à la porte des Japonais qui leur ont dit bon, ben on est intéressé par des lots d'animés pour diffuser sur nos chaînes, et les Japonais leur ont dit bon, on se fera pas avoir deux fois. Mais, ouais, mais je pense que tu as peut-être raison parce que le plus gros éditeur, dans le fond, japonais, américain, c'est Viz. Puis Viz, c'est possédé par Shueisha, qui est la compagnie qui possède le Shonen Jump. Fait que je pense qu'il y a probablement un lien là-dessus de peut-être pas vouloir se faire avoir une deuxième fois. C'est ça. Alors, il faut savoir que dans Noob, l'ancien patron de Viz Media joue dans la série. Oh! Oui. Ah ouais. Donc, ouais, on a des liens un petit peu privilégiés. Ok, Viz Media ou Viz Media Europe? Je pense qu'il y a des divisions différentes. Viz Media Europe. Ouais. Ok, ouais, ok, il jouait quel personnage? Il joue le général Cetardus. Ah, ok, ouais, ok. C'est le chef de l'Empire, ça se peut-tu? Ou je me trompe? Non, c'est le général de la coalition. Coalition? Ok, excuse. Ok, ouais, donc, ouais, dans le fond, tu parles un peu de nous, je trouve ça intéressant parce que je sais qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'inspiration japonaise. Ça se peut-tu dans. Oui. Bah oui, non, mais enfin, il faut savoir que nous, de base, on fait de la vidéo pour pouvoir retranscrire ce qu'on voyait au cinéma et ce qu'on voyait dans les animés japonais. Parce que en fait, les gens nous connaissent pour Noob, mais Noob, ça date de 2008. Fabien et moi, on a commencé à faire des vidéos en 99. Donc, il y a toute une partie inspiration Japanimation qu'on avait déjà avant. Après, dans Noob, bon, t'es plus sur du jeu vidéo médiéval fantastique, donc on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Mais oui, le côté, par exemple, quand vous prenez un personnage comme Omega-Zell, justement, vous êtes sur la caricature du personnage de Shonen, clairement. Voilà, et que je suis très content d'incarner moi-même. Ouais, pour Omega-Zell, c'est-tu un personnage que Fabien a imaginé puis t'a demandé ou t'avais une partie de toi qui voulait faire un personnage plus comme ça? Les caractères dans Noob que vous voyez, c'est plus les profils de joueurs que nous sommes sur World of Warcraft. Okay. Moi, sur World of Warcraft, je suis quelqu'un qui est omnibulé par les dégâts. Moi, je cherche toujours à faire le plus de dégâts possible. J'ai l'add-on Damage Meter et je regarde autant le Damage Meter que le combat. D'ailleurs, souvent, ça me fait mourir, comme dans la série. Et pareil, je cherche toujours à avoir le stuff le plus puissant, le plus classe, pour avoir un personnage auquel, qui me donne envie de jouer.
Donc au final, Omegazel ressemble beaucoup au joueur que je suis dans World of Warcraft. Arthéon, c'est pareil. Arthéon, c'est un petit peu la Bible. Celui qui a joué au plus de MMORPG dans notre groupe, c'est celui qui est fan du background, du lore. Donc voilà, on est plus sur des archétypes de joueurs que vraiment des vraies personnalités. Fait que, quand tu joues à World of Warcraft, t'es extrêmement misogyne, c'est ça que je comprends. Ah, non, par contre, oui. Alors, je suis pas misogyne dans World of Warcraft, oui, je supporte pas de jouer avec des filles. Vraiment. J'ai tellement eu une mauvaise expérience que ça m'a vacciné. Ok. Je trouve ça intéressant, tu dis que t'aimes beaucoup avoir le plus gros stuff, de faire le plus de dommages, d'avoir beaucoup de charisme dans les jeux, puis que t'aimes beaucoup les shonen en tant que tel. Y a-tu un lien entre les deux quand tu joues, t'essayes d'être le personnage principal de shonen? Alors, c'est pas une question d'être le personnage principal, c'est une question d'évoluer. En Okay. fait, le personnage de shonen, tu vois, par exemple, dans Dragon Ball Z, j'aime beaucoup Vegeta, qui est pas le personnage principal. Parce qu'au bout d'un moment, t'as un personnage qui change au niveau du caractère, qui devient plus fort, qui a de nouvelles techniques, qui change des fois un petit peu l'apparence aussi. Bon, pas Vegeta, là, pour le coup. Mais voilà, moi, c'est l'évolution qui m'intéresse dans le shonen. Après, les persos principaux, je suis rarement fan dans un shonen du personnage principal. C'est rarement lui qui va m'intéresser. Je vais toujours aller chercher. Alors, moi, j'aime beaucoup les méchants, surtout comment ils les écrivent depuis quelques années maintenant. J'aime beaucoup les méchants dans les shonen, et j'aime beaucoup généralement le sidekick du héros. Mais c'est rare que, tu vois, genre dans Naruto, c'est pas Naruto que je préfère. Dans One Piece, c'est pas Luffy que je préfère. Dans Dragon Ball Z, c'est pas Goku que je préfère. C'est quand même intéressant, tu dis que t'aimes beaucoup les shonen de ce type-là, un peu Neketsu, mais c'est pas les personnages principaux que t'aimes. Je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Et ouais, ben, en fait, c'est dur d'intéresser le public avec le personnage principal, parce que généralement, le personnage principal, il doit avoir les bonnes valeurs de la société, il doit être bon, il doit être altruiste, il doit se battre pour son idéal jusqu'à la fin. C'est pas les personnages les plus intéressants, tu vois, c'est un petit peu, il ressemble trop, le héros, à toi dans la société, à toi qui essaie d'être poli, de faire de ton mieux, d'être consensuel. Et donc, quand t'es devant une fiction, bah, c'est pas le personnage que tu vas le plus aimer, je Ok. pense. Fait que t'aimes un peu ça, tu dis, t'aimes pas le parfait, puis t'aimes un peu les vilains, dans le fond. Fait que y a-tu une partie de vouloir voir juste de quoi qui est pas dans la vraie vie que tu peux voir avec du monde que tu connais? Ben, les vilains, surtout depuis quelques années, tu vois, au début, les vilains, c'était un méchant qui arrivait et il était méchant. Voilà. Il voulait tout détruire, il voulait tuer tout le monde, mais parce qu'il est méchant. Voilà. Parce que quand il se lève le matin, il se dit, oh, qu'est-ce que c'est génial d'être méchant et cruel. Et puis, ils ont commencé à amener des personnages qui, en fait, mènent leur propre bataille. D'ailleurs, moi, ce que j'ai toujours aimé dans Senseiya, par exemple, dans Chevalier du Zodiac, c'est qu'en fait, les méchants, ils sont pas là juste pour t'embêter. Ils sont là parce que ils soutiennent une déesse qui est pas la déesse Athéna. Donc, au bout d'un moment, ils doivent défendre leur déesse. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants, ça veut dire que c'est leur devoir. Et je fais souvent le parallèle avec Captain Tsubasa. Quand il y a un match de foot contre l'équipe adverse, elle est là pour gagner le match. Elle est pas là pour blesser Tsubasa, elle est pas là pour lui faire du mal. Ils sont là pour gagner un match de foot. Mais, allez, donc au bout d'un moment, quand ton antagoniste, il est là par devoir, ben ça fait des personnages beaucoup plus brillants que, ben, je sais pas moi, que par exemple Freezer dans Dragon Ball Z, qui est juste méchant. Ouais, non, je comprends ça souvent. Souvent quand je lis One Piece, puis t'as un méchant qui t'introduit. Au début, ils nous font genre, détester le méchant. Puis après ça, ils nous montrent genre, l'histoire du méchant, puis t'es comme là, ah, je commence à l'aimer maintenant. Mais voilà, c'est pour ça que voilà, il y a une petite subtilité quand même à avoir. Je veux dire, c'est quand même plus sympa ce genre de construction où t'as un petit peu d'empathie pour le méchant que le truc bas de gamme. Alors ça enregistre. Bonsoir. Euh, le, mais du coup j'en étais où?
Oui, par exemple, prenez le personnage d'Omega Z dans Noob, ça m'aurait embêté de faire un personnage lisse, moral, tout gentil, Mm. qui veut aider le groupe à s'en sortir. Je suis très content de faire un personnage un petit peu voilà, misogyne, avec beaucoup de défauts, égoïste, voilà, qui parle mal, qui fait des fois qui fait échouer les quêtes. C'est le genre de personnage, voilà, tu sais, les bad boys, là, les méchants, mais que t'aimes bien quand même, parce que voilà, c'est rigolo. Comme, je sais pas, moi, je fais souvent le parallèle avec Cartman dans South Park. Mm. C'est un connard, mais il te fait rire. Tu vois, Ouais. c'est un bon connard. Comme Stifler dans American Pie. Voilà, c'est ce genre de personnage, moi, je trouve, qui est bien, là. C'est pas les paladins, voilà. Je les appelle les paladins, là, oh Ouais. là là, les personnages lisses. Ouais, non, c'est intéressant. Par rapport à ça, y a-t-il une série que tu trouves qui représente vraiment bien ce que t'aimes dans un méchant ou un gentil, qui représente ce que t'es en train de nous parler, dans le fond? Euh, alors, je fais vite une petite aparté cinéma. Par exemple, le personnage de Thanos dans les derniers Avengers, je trouvais que c'était vraiment un méchant qui était parfait. Voilà. Qui Ok. vraiment, il a un but, il est discutable, mais il a un but. Il fait ça parce qu'il pense que sa méthode est meilleure. Mm. Et voilà, il focus sur ce but. Il est pas là, il n'arrive pas pour tuer tout le monde. Il veut les pierres de l'infini pour réaliser son vœu. Dans les dans les mangas dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu là comme personnage là, qui était assez sympa. Ben, si vous lisez un petit peu My Hero Academia, là, le personnage de Kai Shizaki, j'ai bien aimé. Au début, là, on vous le montre, il a l'air méchant, il a l'air cruel. Puis quand tu commences à un petit peu regarder la backstory, qu'il a perdu sa famille, que les super-héros l'ont pas protégé, et que la seule personne qui lui a tendu la main, c'était un super vilain, Mm. euh, c'est un petit peu plus sympa, je trouve, comme personnage, comme méchant. Parlant de My Hero Academia, t'as-tu vu l'arc des vilains? Tu l'as-tu encore lu? Ou... Sur My Hero Academia, Ouais, je pense que c'est le tome 24, c'est du 23-24? Ou... j'ai lu il y a 2 jours le tome 29 Ok. de Il My y Hero a comme Academia. un tome au complet qui suivent tous les méchants, dans le fond. Oui, qui s'appelle Ouais. My Villain Academia. Ouais. Le tome s'appelle comme Ouais. ça. J'ai été déçu. J'ai Mm. été déçu parce que généralement, moi, c'est mes parties préférées quand on Ok. suit les méchants et qu'il y a la backstory du méchant. Et dans My Hero Academia, je l'ai pas trouvé incroyable. Là où je me suis dit, ça va être mon tome préféré. Ok. Mais là, actuellement, la bataille qu'il y a actuellement, donc dans le tome 29, c'est incroyable. C'est, c'est vraiment incroyable. Hein. My Hero Mm. Academia, quand tu arrives là dans les temps forts, dans les gros pics là d'épicness, là, les grosses batailles, les moments forts de la série, ah c'est balèze. C'est vraiment autant quand voilà quand c'est plus là sur les fêtes des écoles, les temps faibles là, de la série. Je suis pas super Ouais. fan, mais alors les temps forts de My Hero Academia, ils peuvent regarder n'importe quel shonen dans les yeux. Facile. Oh, ouais. Mais le dernier acte s'annonce très, très bon par rapport à ça. Incroyable. Ouais. Vraiment. Et courageux. Mm. Ça tue des persos, c'est Ouais. très courageux de la part de l'auteur. Hein. Mm. Par rapport à ça, on s'en vient vers la fin, je pense. Puis je voulais te demander si jamais t'allais. On te donnait une machine à remonter dans le temps. Okay? T'as Ouais. n'importe quelle série que t'as lue que tu pourrais donner à ta version de toi-même à 13 ans. C'est laquelle série que tu lui donnerais, mettons au complet? Attends, alors, j'ai pas très bien compris la Ok. question. Si tu pouvais Ok, changer, tu vas. Tu reviens dans le temps, puis tu donnes ouais, une dans le série temps. à ta version de toi à 13 ans. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il lise? Euh, alors, il y a les mangas de maintenant? Oui, Il y oui, a oui, tout. vraiment les mangas? Ouais, Oui, puis ça va être fini, là, tout. ce que tu veux. Infini d'un coup. À 13 ans, ben, tu vois, par exemple, Fairy Tail, Hmm? j'ai, j'ai pas aimé, mais je pense que mon moi de 13 ans, il aura adoré. Hmm. Mais Ok. sinon, non, à 13 ans, moi j'aimerais revenir à 13 ans et jamais avoir lu Dragon Ball Z. Hein. Oh là là, quel bonheur, quel bonheur. Voir le relève d'un bout. Ah ouais. À part de ça, y a-tu une série que tu irais y enlever des mains? Tu dis, lis pas ça, arrête ce que tu fais. Fairy Tail. À quelqu'un de maintenant, de mon âge, je lui dirais ne lis pas Fairy Tail. Mon Dieu.
Seven Deadly Sins aussi, la fin. Voilà. Ah, lis la première saison. Stop. Arrête. Ok. J'ai jamais embarqué dans Seven Deadly Sins. Oh là là. Putain, quelle déception. Ça partait tellement bien. C'est tellement nul la fin. Quel ah, dommage. eh bien, par rapport à ça, y a-tu des mangas que tu as lus par rapport à toutes les œuvres que tu as lues dans ta vie qui t'ont fait réaliser que le manga, il y avait plus de différences que ce que tu savais qu'il y avait au début? Je sais pas si je m'exprime bien en ce moment. Oh, de différence. Dans le fond, quel manga que tu as lu t'as fait « Oh, ok, tu peux faire ça aussi dans un manga. » Ah, oui, alors, oui, euh, alors récemment, ça me l'a fait sur Promise Neverland. J'ai Ok. trouvé que c'est vraiment super bien écrit. Il y a un manga qui s'appelait Doubt, Rabbit Doubt, le doute. Euh, et j'ai trouvé que tu pouvais faire en manga du huis clos d'horreur. Ok. Tu vois. C'est vrai que toi, quand tu lis beaucoup là de manga harem ou de manga shonen, bah, de, de te montrer que le manga peut aussi aller dans le polar, dans l'horreur, dans le thriller policier. Je crois que c'est un des premiers qui me l'a fait. Mais sinon, oui, la première fois que je suis sorti du shonen et que j'ai pris la plus grosse claque de ma vie, c'est sur 20th Century Boys. Oh, oh, 20th Ouais. Century Boys, j'ai vu oh, un ouais. scénario, je me suis dit, oh, waouh, Oh, ouais. incroyable, incroyable. Ouais, c'est une grosse Ouais. recommandation. Ah Ça ouais. fait quelque chose quand tu lis ça pour la première fois, là. Ben, franchement, ouais, je suis resté bête. Moi qui sortais de ma période Naruto et tout, là, quand tu lis ça, là, et tu sais, ils se battent pas dedans, il y a juste du scénar, tu fais, eh ouais, tu peux aussi avoir du scénario. Ouais, allez, plus, pour répondre à ta question, c'est plus 20th Century Boys. Ok. Ouais. Ok. Et mettons que, mettons que je te disais, t'as un auteur avec un manga, puis il commence le manga maintenant, puis t'as pas le choix. Mettons, tu choisis c'est quoi, quel genre d'histoire qu'il écrirait, mettons. Par exemple, est-ce que c'est un manga avec beaucoup de combats ou des trucs comme ça? C'est quoi que tu voudrais avoir, mettons, dans un manga idéal? Des combats. C'est le genre, c'est le genre qui met le mieux en scène les combats. C'est le genre le plus dynamique. C'est le genre le plus épique. Vraiment, hein, moi je troquerais les combats dans les mangas pour rien d'autre. Vraiment. Hein. Ok. Ce qui enlève rien au scénar de certains. Hein. Mais ouais, juste, j'aime bien de temps en temps, là, quand ça se tape un petit peu. Tu vois, genre l'attaque des Titans, il y a des scènes d'action qui sont incroyables à côté du scénario. Quand elles arrivent, t'es content. Tu dis, ah, Hmm. allez, là, ça va un petit peu taper, c'est cool. Donc ouais, Ok. manga, un manga comme Dragon Ball Z. Voilà. Ok. 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 C'est super le fun. T'avais-tu une autre question, Juan? Ben justement, par rapport à Dragon Ball Z, je pense que ça, c'était vraiment le premier manga que t'avais lu. Penses-tu que c'est ça qui fait que de nos jours, ce soit le genre qui t'intéresse le plus? Pff, si tu dis ça, j'ai l'impression tu sais, que ça enlève un petit peu de superbe à tous les autres. Mais oui, je pense que j'ai eu la première expérience, elle a été tellement probante et efficace que c'est sûr que derrière, ça a été plus facile de s'engouffrer. Mais le truc, c'est que quand tu commences par Dragon Ball Z et que derrière, ben, il y a tout qui est bien aussi, tu te dis, mais je suis bien là en fait. C'est bien les mangas. Tiens, Hmm. je vais rester là. On est bien. Hmm. Et Ok. oui, je pense que c'est déterminant de commencer. Là, tu vois, aujourd'hui, là, si jamais je devais conseiller un manga à mon fils pour commencer, euh, je pense que pas trop violent. Ouais, My Hero Academia, tu vois, c'est très bien pour commencer. Hmm. Ok. Fait que ce serait ton conseil à quelqu'un qui veut commencer les mangas, My Hero Academia? Ou Maintenant, oui, ouais. oui, parce que bah, voilà, après, tu sais, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le Hmm. même rapport à la Ouais. violence.
Il y a les parents souvent qui tolèrent plus ou moins de choses au niveau de la lecture. My Hero Academia, je pense, c'est un bon compromis. Ou non, Fairy Tail, il y a le côté un petit peu ecchi. Non, My Hero Academia. À un adolescent, hein, un jeune lecteur. Ok. Voilà. Ok. Sinon, Dragon Ball Z, évidemment. Bien sûr. Il faut y aller avec les classiques. Et oui, Fait je que, pense. ouais, moi, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, on est correct, ouais. Ouais, moi aussi, Ouais. Fait que j'ai si plus dans de le fond, questions. ouais, si dans le fond quelqu'un t'a découvert avec cette entrevue-là, tu dirais de te suivre où, etc. Alors, je suis partout. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, hein, @JulienZell. Je suis sur Instagram, @GelloTheFlow. Je suis sur Twitch, OmegaZell13. Mais je pense que le meilleur truc pour découvrir une bonne fiction fait par des fans de manga, allez voir la série Noob sur YouTube, hein, c'est gratuit. Euh, voilà, on a essayé dans la série de mettre toute notre passion pour les mangas, le cinéma et les jeux vidéo. Donc, je pense que si jamais vous aimez les mangas shonen et tout, et autres, c'est quelque chose qui devrait pouvoir vous Ouais. intéresser aussi. Si vous aimez le shonen spirit. Le fameux shonen. Voilà. Ok. Donc, merci pour ça. Si vous avez aimé l'entrevue, abonnez-vous ou pas. Faites ce que vous voulez, dans le fond. Mettez un like, un commentaire, peu importe. Faites ce que vous voulez. Partagez-le à un ami si ça vous tente. Mais c'est pas mal ça que j'avais à dire. Okay. Ouais, merci tout le monde. Bonne journée. Merci Ouais, pour bye. l'invitation, les gars. Ciao, ciao. Ciao.